Le burn-out est une maladie mortelle et si vous ne faites pas assez attention, voilà ce qui pourrait vous arriver. Votre cerveau, il est codé pour trouver des solutions face à la souffrance et parfois, la seule idée qu'il trouve, c'est le suicide. Attention, ça ne veut pas forcément dire que vous ayez envie de mourir, mais à un moment donné, c'est des idées qui apparaissent comme ça un petit peu aléatoirement dans votre tête parce que votre cerveau, il arrive à trouver des solutions extrêmes. Et à un moment, ça vous choque, vous dites mais comment je peux arriver à penser des choses comme ça? Et en fait, c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'avec le temps, ces pensées deviennent de plus en plus concrètes et de plus en plus envahissantes. Mais bon, rassurez-vous, avant d'en arriver là, il y a quand même pas mal d'étapes à franchir. Et justement, pour éviter d'en arriver là, voilà 4 signes que vous vous rapprochez dangereusement du burn-out. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir justement comment vous en sortir. En gros, le travail prend une place bien trop importante dans votre vie, au point que votre quotidien commence vraiment à ressembler à métro, boulot, dodo. Vous avez vraiment plus le temps de faire grand chose à côté du travail et vos amis vous le font bien remarquer de plus en plus. Mais bon, vous avez l'habitude, après tout c'est ça d'être soignante. Vous aimez ce que vous faites et on vous a appris à pas vous plaindre, à garder la tête haute et à continuer malgré les difficultés. Chose que vous faites très bien d'ailleurs. On manque de matériel et de personnel de partout, mais vous redoublez d'efforts pour compenser tout ça. Sur vos jours de congé, la cadre n'hésite pas à vous contacter parce qu'il y a une collègue qui est malade et que personne d'autre peut intervenir. Et là vous n'avez pas tellement le choix parce que vous savez que si vous refusez, c'est tout le service qui en subira les conséquences. Et par extension, les patients aussi. Alors vous envoyez la sauce quoi, vous redoublez d'efforts, vous commencez à sentir que ça tire, que ça commence à être difficile, mais vous ignorez la fatigue et puis on y va quoi. Il y a la petite stagiaire aussi. Hein, la nouvelle petite stagiaire de première année à qui il faut vraiment tout montrer. Et c'est votre rôle de soignant finalement de former la prochaine génération. Alors si même vous craquez, qui va redresser la barre? Alors vous allez me dire, oui, c'est simplement le quotidien des soignants, quoi. On est habitué, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais mine de rien, c'est la première étape vers le burn-out. Et croyez-moi, c'est que le début. C'est en quelque sorte le retour de bâton. Et là, il y a clairement des signes de fatigue. Bien souvent, quand on est en pleine crise, on sent pas qu'on est fatigué et qu'on est épuisé. Notamment parce que le stress dégage des hormones en fait qui vous poussent à toujours aller un petit peu plus loin, à dépasser vos limites en quelque sorte. Mais là, le corps, il suit plus. Soudainement, vous vous sentez beaucoup plus fatigué que d'habitude et vous avez du mal à vous concentrer pendant assez longtemps. Vous commencez vraiment à être difficile à supporter, autant pour votre entourage que pour vos collègues, parce qu'un rien vous énerve. Vous avez l'impression qu'autour de vous, tout le monde fait tout pour vous énerver, que personne fait son boulot comme il faut et que vous devez passer derrière pour rattraper les erreurs. Parfois, vous vous étonnez même à réagir un petit peu exagérément face à une situation donnée, parce que vous n'avez plus assez de force finalement pour prendre le recul et gérer vos émotions correctement. Mais derrière ça, il y a une vraie fatigue que vous n'arrivez pas à récupérer parce que la charge mentale, elle s'est pas arrêtée pour autant. Et vous, vous n'avez pas le temps de vous reposer correctement. Mais bon, allez, vous vous donnez un petit coup de pied au cul, là, une petite tasse de café en plus, et hop, on y retourne, c'est parti. Et cette tasse de café là, elle n'est pas anodine, parce qu'à partir de là, c'est l'engrenage du burn-out qui s'enclenche. À ce moment-là, vous essayez de compenser un petit peu cette baisse de performance en travaillant encore plus, en repoussant vos limites. C'est typiquement le moment où vous entendez vos collègues vous dire « Oh mais ça va, c'est pas si grave que ça. À ton âge, on n'est pas fatigué. Allez, repose-toi, c'est bon, ça ira mieux demain. » Alors oui, en effet, vous allez vous reposer parce qu'il faut que ça aille mieux demain. Vous pouvez pas rester comme ça trop longtemps. Vous devez être forte, vous êtes soignante après tout. Et si même vous êtes fatigué, qui va prendre la relève derrière? Alors vous essayez de trouver des petits stratagèmes comme ça pour booster un petit peu votre énergie, pour mieux travailler, mieux vous organiser. Vous cherchez tous les moyens possibles pour compenser un petit peu cette baisse de régime. Alors vous vous tournez vers le café, vers les boissons énergisantes, vers le thé, enfin tout ce qui peut vous aider et vous donner un petit regain d'énergie est le bienvenu. Et ça marche peut-être quelque temps d'ailleurs, mais bien souvent, la fatigue revient au galop et il suffit qu'un petit événement extérieur ne vienne bouleverser votre organisation, c'est la catastrophe. Vous retombez encore plus bas parce que le problème en soi, il n'est pas résolu. Et si vous êtes comme moi, vous avez peut-être tendance à vous comparer aux autres, à vous comparer à vos collègues plus expérimentés. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est pas une bonne idée. Quelle que soit la stratégie que vous voulez mettre en place, ça fonctionne pas et vous êtes toujours rappelé à votre incapacité du moment à atteindre vos objectifs, à pas travailler assez vite ou assez bien. Jusqu'au moment où vous pensez que le problème vient de vous. Vous commencez clairement à vous remettre en question, vous, vos capacités et vos choix. Est-ce que j'aurais dû faire infirmière? C'était peut-être pas un bon choix. Peut-être que je suis juste nul en fait. C'est une des phases les plus dangereuses, parce que la relation que vous avez avec votre métier à ce moment-là
commence à changer. Elle prend le pas sur tous les autres points, notamment vos besoins sociaux. Puisque vos efforts vous semblent inutiles et que quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à rattraper le retard, vous évitez les pauses café qui étaient déjà rares, vous sautez les repas pour gagner un petit peu plus de temps et pour avancer au plus possible. Et vous êtes tellement fatigué que vous n'avez plus la force de rien faire en fait. Vous restez chez vous, vous vous socialisez plus par manque de temps et d'énergie. Vous vous effacez de plus en plus pour laisser le peu de place qu'il restait, les derniers soupçons d'énergie à votre travail. Vous courez après le temps pour grappiller quelques minutes par-ci par-là et vous puisez toujours plus dans vos réserves. Mais pas de panique, vous n'êtes pas encore en phase avérée de burn-out. Vous pouvez encore agir et c'est ce qu'on va voir maintenant. Être soignant, c'est avant tout penser aux autres, en dépit de soi-même, et c'est bien ça le problème. Votre métier, même si c'est une passion, ça reste un métier, et à ce titre, il devrait en aucun cas prendre le pas sur les autres aspects de votre personnalité. Est-ce que votre passion ou votre devoir de soignant mérite vraiment que vous vous épuisiez, de remettre en question votre équilibre, ou alors carrément, dans les cas les plus graves, votre vie? Je pense pas, non. Votre temps est ce qu'il y a de plus précieux. Donc faites preuve d'un petit peu d'égoïsme. Partez à votre heure, évitez les heures supplémentaires et n'acceptez pas toujours de remplacement quand on vous le demande. Certains diront peut-être « Oui, mais il est marrant lui, et je fais comment moi ?» Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le choix. Il y a des éléments extérieurs que vous pouvez pas contrôler et parfois c'est tellement la guerre dans le service que oui, vous devez agir. Je vous demande pas non plus d'être borné à tout refuser, c'est pas la solution et de toute manière l'administration vous le fera très vite sentir. Rien n'empêche de donner un coup de main de temps en temps ou de dépanner, mais gardez en tête que ça doit rester exceptionnel. Et si ça l'est pas et qu'on vous pousse à le faire trop souvent, attention, danger. Alors j'entends déjà certaines d'entre vous me dire « Oui, mais si je le fais pas, ça va retomber sur le dos de ma collègue et je veux pas ça. » C'est vrai, c'est un risque. Mais contrairement à ce qu'on disait au début de la pandémie, on n'est pas des héros. On n'a pas de super pouvoir et pensez à vos collègues avant vous-même. C'est le début de la dépersonnalisation. L'organisation des soins est pensée pour qu'il y ait un roulement et que tout ce qui n'est pas urgent pourra certainement être fait au prochain poste. Donc acceptez de ne pas pouvoir tout contrôler, de ne pas pouvoir tout faire. Vos collègues sont aussi là pour assurer vos arrières et si vous devez déléguer des choses, faites-le. C'est un signe que vous savez diriger une équipe, savez travailler avec vos coéquipiers et maîtriser votre temps. Ça peut paraître égoïste comme ça, mais sur le long terme, c'est comme ça que vous tiendrez le coup. Ensuite, arrêtez de vous comparer aux autres. En se comparant aux autres, on rentre dans un système de compétition et c'est bien souvent joué d'avance. Parce qu'on se compare à cette infirmière qui semble plus douée que les autres, moins subir les difficultés ou être plus à l'aise dans son travail. Mais n'oubliez pas que vous voyez ce que votre collègue veut que vous voyez. Et si en effet elle semble plus douée, il y a de grandes chances qu'elle ait plus d'expérience, une expérience différente de la vôtre, ou alors qu'elle ait beaucoup travaillé sur elle-même pour en arriver là, parce qu'à un moment donné, elle était exactement comme vous. Mais ça, on a tendance à l'oublier et à retenir uniquement l'idée qu'elle est meilleure, qu'on est moins bon, qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on fera jamais rien de bon. Pour éviter de ramener toutes ces tensions-là à la maison et bloquer l'installation du burn-out, vous pouvez essayer de vous réapproprier un petit peu votre temps libre en faisant quelques exercices de respiration par exemple. Quand vous attendez le bus, que vous êtes coincé dans un embouteillage ou que vous attendez que le micro-ondes sonne, faites 1 ou 2 exercices de respiration au lieu de vous comparer de nouveau aux Instagrammeuses là qui vous font baver devant leur vie de rêve. Ça vous permettra d'évacuer un petit peu des émotions, de vous recentrer un petit peu sur vous-même et de regagner un petit peu de contrôle. Et pour savoir quels exercices sont les plus efficaces, je vous invite à télécharger ma formation gratuite disponible juste en dessous dans la description. Vous recevrez un PDF par mail qui vous explique les différents exercices que vous aurez à faire et aussi une suite de mails quotidiens pendant 1 semaine dans lesquels je vous donnerai des petites techniques à mettre en place au quotidien pour reprendre un petit peu de contrôle sur votre vie, sur votre temps et sur vos émotions. Alors téléchargez votre guide gratuit maintenant en cliquant sur le lien en dessous dans la description ou alors en vous rendant sur l'adresse soignantheureux.fr/respiration. Je vous dis à très vite dans la formation et à bientôt.